Bonsoir à tous. Église du Monde porte son attention sur le Kenya, un mois et demi après l'assassinat de 148 personnes, la plupart des étudiants et chrétiens, à l'université de Garissa. C'était le 2 avril dernier. 80% de la population est chrétienne au Kenya. Alors, après ce massacre, quel est aujourd'hui le climat entre communautés et comment le pays se relève? Et puis au-delà de ce drame, nous découvrirons aussi la belle vitalité de l'Église, en particulier au cœur des bidonvilles de la capitale, Nairobi. Pour en parler, j'ai la joie d'accueillir sœur Begonia, ma sœur. Bonjour, sœur Begonia Inara. Bonjour ma sœur. Bonjour. Alors vous êtes espagnole, vous êtes missionnaire de Notre-Dame d'Afrique et vous avez vécu 6 ans au Kenya et travaillé notamment auprès des habitants du bidonville de Kibera, qui est un énorme bidonville, peut-être le plus grand d'Afrique. Vous nous parlerez du quotidien des familles que vous avez côtoyées et de la mission de l'Église, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais on va bien sûr revenir sur cette triste actualité qui a touché le Kenya, je le disais, la fusillade de l'université de Garissa, qui a fait 148 victimes, dont 142 étudiants, chrétiens pour la plupart. Comment est-ce que vous avez vécu cet événement, vu d'ici? Ça a été un choc? Ça a été un choc, comme ça fait un choc aussi l'événement du centre commercial. De Westgate, oui, de en septembre 2013. Oui, parce que, et surtout que c'était dans le nord, c'est dans le nord-est, et que c'était des étudiants, des jeunes étudiants, parce que toute vie est importante, mais quand c'est des jeunes étudiants, il y a tout l'espoir, pas seulement des jeunes, mais aussi des familles qui ont fait des efforts pour qu'ils les aident à leur tour, c'est vraiment des catastrophes, pas seulement parce qu'ils ont perdu la vie, mais c'est tout ce qui entoure la famille aussi qui est perdu avec. Et surtout parce que cela peut créer une division entre chrétiens et musulmans, même si ce n'était pas ça la réalité du pays. D'accord, ce n'est pas celle que vous avez pu observer. Alors en tout cas, on va écouter tout de suite le commentaire du père Orobator, jésuite et principal du collège Akima à Nairobi. Nous lui avons posé la question de savoir justement quel était le climat dans le pays après ce massacre. Écoutons-le. Since the attacks in Garissa, there has been a lot of soul searching in Kenya with regards to several things. First of all, the readiness of the government to provide security for all its citizens. Secondly, the relationship between the various religions, especially Christianity and Islam, how we can work better together and collaborate to resist and defeat the threat of terrorism. And thirdly, there has been a greater involvement of religious and political leaders in taking responsibility for identifying those elements in our society. It's a heightened fear and awareness that we are very vulnerable, you see. And because the terrorists have a way of targeting soft targets, like schools, for example, or shopping areas, people have become very conscious. In fact, there are some schools that have not reopened. The University College of Garissa is still closed indefinitely. Alors voilà, on entendait le père Orobator qui nous parlait de certaines écoles qui n'ont pas réouvert leurs portes, et notamment l'université de Garissa. C'est évidemment un traumatisme pour le pays, pour les écoles. Oui, c'est un traumatisme pour tout le monde, parce que, surtout pour les écoles du Nord, parce qu'elles se sentent menacées. Parce qu'il y a les... Pourquoi celle du Nord en particulier? Parce que le nord-est où se trouve Garissa, la plupart des habitants, c'était une partie du pays qui a eu des problèmes depuis, parce que c'est des Somaliens. Oui. Et depuis le début, avant l'indépendance, c'était le gouvernement du Royaume-Uni a donné cela au gouvernement du Kenya avant l'indépendance, donc qui était encore la Grande-Bretagne, comme protection, enfin pour l'administrer. Au moment de l'indépendance, il y avait beaucoup de personnes qui voulaient l'indépendance de ces territoires. Et on a fait à un moment un référendum, et le référendum
a donné, oui, mais ils n'ont pas eu l'indépendance. Alors, et en plus, c'est un peu abandonné économiquement et le développement. Par la capitale, en fait. Par le gouvernement, c'est des gouvernements, la plupart, même s'il y a des musulmans, mais la plupart de tous les gouvernements que le Kenya a eu, la plupart des ministres et de tous les gouvernements étaient des chrétiens. Alors, c'est une zone, c'est là, comme la zone côtière, où sont aussi la plupart des musulmans. C'est les deux zones où sont la plupart des musulmans. Qui ont été très abandonnés économiquement, socialement et politiquement. Il y a pu y avoir des tensions. Alors les tensions ne viennent pas, les tensions ne sont pas surtout des tensions religieuses, sont plutôt des tensions économiques, sociales et politiques. D'accord, ça c'est important à préciser parce qu'effectivement, vu d'ici, on se dit, bon, cette fusillade a visé en particulier des chrétiens, les Chebab ont opéré un tri dans cette université, donc voilà, on peut se poser la question du contexte interreligieux. Moi, je crois plutôt que c'est une stratégie de Al-Shabaab. De diviser. De diviser, et oui, divise, et parce qu'en réalité, en Somalie, ils tuent aussi des musulmans. Et ils ont tué des musulmans là aussi. Quand ils ont commencé à tirer, ils ont tiré sur des musulmans comme sur des chrétiens. Ce n'est qu'après qu'ils ont fait la division. La même chose quand ils sont allés à Westgate, au centre commercial. Il faut que vous peut-être nous recontextualisiez un petit peu l'action de ces Chebab sur le sol kényan. D'abord, les Chebab, qui sont-ils et pourquoi s'en sont-ils pris au Kenya? Bon, qui sont-ils? Ils sont des Somaliens extrémistes. Et c'est des terroristes. Je pense que d'abord, il faut distinguer, c'est des musulmans, mais vous pouvez être n'importe quelle religion, ce sont des terroristes. Et ils sont pris au Kenya parce que le Kenya a attaqué Al-Shabaab en Somalie. D'accord. Parce qu'ils ont fait plusieurs attaques, ils ont tué à plusieurs reprises, déjà depuis des années. Alors, ils ont attaqué. Et comme une vengeance à ces attaques de l'armée kenyane qui s'est infiltrée et qui a bombardé certaines régions, alors ils s'attaquent. En mesure de représailles. Et surtout il y a aussi le fait qu'ils recrutent dans les camps du Nord, dans les camps des réfugiés de Dadaab, qui est le camp le plus grand de tout Kenya, où ils sont des Somaliens qui ont fui de la guerre. Alors, ils recrutent là-dedans. D'accord, donc ça va poser des questions sur, effectivement, ce camp en particulier, ce camp de réfugiés. Oui, ça pose des questions. Et il y a même des membres du Parlement, des parlementaires, qui ont demandé de fermer les camps, ce qui serait une tragédie terrible, parce c'est des centaines de milliers de personnes qui sont dedans. C'est le plus gros camp de réfugiés au monde. C'est le plus grand des réfugiés au monde, je ne sais pas, mais en Afrique, oui, au moins. Et alors, et puisqu'ils prennent là des jeunes, des recrues, mais ils recrutent aussi d'autre côté. Ils recrutent aussi autour de Mombasa et à la côte aussi. Mais ça ne serait pas une raison pour fermer les camps. Vous parliez tout à l'heure de cette stratégie des Chebab qui cherchent à diviser les communautés, mais est-ce qu'ils y parviennent? Je ne pense pas, parce que ce qu'ils ont fait, bon, il y a certains moments où les leaders... Quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'au Kenya, les leaders de toutes les religions ont travaillé unis depuis longtemps. Il y a c'est ce que semble dire aussi le père Orodator, qui dit aussi qu'il y a eu... il y a une organisation de toutes les religions. Et après, surtout pour répondre à des problèmes, que ce soit politiques, où souvent ils s'agissent ensemble, soit des problèmes de paix. Il y a un organe institutionnel. Il y a une organisation institutionnelle de toutes les religions. Et ça existe pas seulement au niveau de l'État, mais ça existe dans les provinces et même dans les petits villages. Et beaucoup de problèmes où il y a, à cause des ressources, de l'eau et des pâturages, surtout chez les pastoralistes, chez les bergers, il y a beaucoup de conflits d'une tribu à une autre parce qu'il manque d'eau, il manque de pâturage. Ce sont ces comités interreligieux qui font la paix, qui tranchent et qui font la paix souvent. Et ça pendant des années, pas maintenant. Il y a peut-être 20 ans ou plus que ces comités existent à tous les niveaux. Oui, parce que pour précision, les chrétiens sont plutôt des cultivateurs, plutôt sédentaires. Oui, et pendant qu'il y a beaucoup de musulmans, mais ce n'est pas toujours exact. Il y a aussi des traditionnels qui... C'est pas une question là, c'est pas tellement
coupé, mais surtout entre les... C'est vrai que la plupart des chrétiens sont des cultivateurs. D'accord, d'accord. Donc, ou dans les villes. En tout cas, ce dialogue interreligieux oui, ça existe, dans la vie courante qui existe. Même s'il y a eu toujours aussi des tensions entre les musulmans et les chrétiens au niveau politique, mais pas ouvertes. Justement, ils sont vécus en paix. Et... Dites-nous un peu, comment vous le percevez, cet aspect-là politique? Comme j'ai dit avant, c'est à partir de l'indépendance, c'est les chrétiens, les grands partis chrétiens qui ont eu les pouvoirs politiques. Il y a eu toujours des musulmans aussi au gouvernement. Il y avait toujours un ou deux ministres musulmans, mais c'était surtout, ils s'étaient perçus. D'abord parce que beaucoup de musulmans, ils viennent de la côte du Kenya. Et c'était c'était des Arabes qui se sont mélangés avec les Africains, et ça a donné les Swahili, les Kiswahili, et ils se disent des Arabes. Et avant la colonisation, dans les 17e, 18e siècle, ils se croyaient plus éduqués que ceux de l'intérieur qui étaient appelés, c'était pas ceux qui n'ont pas d'éducation. Alors, à partir de... Ça s'est un peu retourné à l'inverse, parce qu'à partir de l'indépendance, c'est les chrétiens qui sont allés dans les écoles et qui ont une éducation, donc beaucoup plus facilement accès à des postes dans le gouvernement, des postes dans l'administration. D'accord. Mais il y a eu aussi des musulmans qui avaient de l'éducation, mais ils étaient en minorité. Donc voilà, il y a un peu cet arrière-fond historique que vous nous rappelez. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été soulevées aussi autour de la sécurité, du manque de sécurité au Kenya et de la part donc des autorités. D'abord, est-ce que c'est une réalité et comment, selon vous, le Kenya peut-il lutter efficacement contre ce type d'attaque? Oui, le manque de sécurité, c'est très très fort au Kenya depuis il y a déjà 10-15 ans. Il y a beaucoup d'attaques, beaucoup de gens qui sont tués et beaucoup de musulmans qui ont été tués, des leaders musulmans qui ont été tués à Mombasa. Il y a, je ne sais pas si c'est 35 ou 45 qui ont été tués. Alors, les musulmans, il n'y a pas longtemps, balnéaire, dans les derniers mois. Dans les derniers mois. Donc, ça a soulevé aussi beaucoup de problèmes parce qu'on n'a pas essayé de trouver qui étaient ceux qui avaient tué ces leaders musulmans. Donc, il y a une sécurité très forte, la police est très corrompue. Alors ça, c'est aussi un grand problème. La corruption donne lieu à l'insécurité et quand il y a la police qui tue des gens, il n'y a pas de conséquences après. D'accord. Alors, il y a une impunité très forte sur la police et aussi sur l'armée, parce qu'il y a l'armée est intervenue à différents moments, déjà historiques, depuis très longtemps, dans le Nord. Il y a eu des tueries dans le Nord il y a 30-40 ans et personne n'a été responsable de ces tueries. D'accord. Donc, ça va être un des enjeux. Le manque de sécurité, c'est un grand problème dans toutes les villes à Nairobi, comme dans toutes les grandes villes et dans tous les pays. Alors, ça, c'est le grand problème de l'insécurité. Alors, après avoir évoqué cet épisode tragique qui a touché le pays, on va à présent parler de la vie de l'Église, à travers ce que vous en avez perçu dans votre lieu de mission. Vous étiez donc au Kenya entre 2001 et 2007 et vous avez travaillé auprès des chrétiens de bidonvilles. Il faut préciser, je crois qu'il y a une centaine de bidonvilles autour de Nairobi. Oui, à ce moment-là, il y avait 105 bidonvilles à Nairobi. Mais le plus grand, c'est Kibera. Mais j'ai travaillé à deux niveaux. J'ai travaillé au niveau des conférences épiscopales de l'Afrique de l'Est, à Messea, où j'ai travaillé pour des questions de justice et paix. J'avais le secrétariat. Et après, au niveau vraiment de la base des bidonvilles. D'accord. Et les bidonvilles que j'ai travaillé surtout à Kibera, celui où j'allais le plus souvent, c'était Kibera et Mukuru. Mukuru qui est près de l'aéroport, Kibera qui est au centre-ville, mais qui n'existait pas sur la carte. Peut-être une question, je ne sais pas comment vous avez pu observer ça, mais finalement, qu'est-ce qui fait la particularité de l'Église dans des zones comme celle-là, dans des zones urbaines, en particulier dans les bidonvilles? Est-ce qu'il y a une spécificité de l'Église là-dedans? Ce qui marque, ce qui moi me frappe chaque fois que je vais en Afrique, n'importe où, mais plus encore à Nairobi, c'est comment toutes les églises, il y a beaucoup d'églises et toutes sortes d'églises. Pas uniquement catholiques, pas seulement catholiques et protestantes, des églises évangéliques, des évangélistes, des sectes, ça se multiplie comme des champignons. Et ce qui frappe, c'est qu'elles sont toutes
que ce soit au centre de la ville, où vraiment il y a des grandes voitures énormes, elles sont, que ce soit dans les bidonvilles, que ce soit dans la paroisse où j'allais, qui était moitié bidonville, moitié classe moyenne, les églises sont pleines d'enfants, de jeunes, de personnes âgées, toutes sortes, et elles sont remplies. Voilà. Et il n'y a pas, les gens sont debout, on a agrandi les églises et les gens continuent à être debout. Ça, c'est la première chose qui frappe. Une question sur le quotidien, peut-être aussi des familles dans ce bidonville. Alors, on en a quelques images. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de m'y rendre, mais on voit ce bidonville à perte de vue avec des maisons et des maisons. Voilà. D'abord, les familles, il y a beaucoup de familles monoparentales. Il y a beaucoup de familles où la mère est le leader de la famille, le chef de famille. Parce que beaucoup de femmes qui sont parties parce qu'ils n'avaient pas de quoi vivre, ou parce que les hommes les ont abandonnés, ou parce que, pour beaucoup de raisons. Mais il y a aussi beaucoup d'hommes. Et ce qui frappe, c'est comment les gens travaillent, et ils ont deux valeurs essentielles, pas seulement dans les bidonvilles, mais partout dans le Kenya. C'est travailler et se sacrifier pour que les enfants aient une éducation à l'école, c'est une priorité. À l'école, pardon, ou bien pour avoir un lopin de terre là d'où ils viennent. Ce sont les deux priorités. Alors, les familles sont des familles qui, comme partout, mais ce qui frappe, c'est le petit endroit où ils s'habitent. Ils s'habitent tous ensemble. La plupart des maisons à Kibera n'ont qu'une chambre unique qui est chambre à coucher, salle à manger, et salon, etc. Ce sont des maisons avec un toit en tôle. Ce sont des maisons, c'est en tôle. Et une chambre. Il y a quelques-unes rarement qui ont des chambres. Mais les familles il y a une solidarité énorme à Kibera comme dans tous les bidonvilles. Et ça, c'est quelque chose qui frappe vraiment. Et l'église aussi, dans l'église, ce qui frappe, c'est comment l'église, vraiment, ils font des célébrations énormes et comment ils vivent la solidarité à tous les niveaux. Ce qui me frappe aussi à Nairobi surtout, c'est voir la différence dans les églises qui sont des classes moyennes ou des classes où il y a beaucoup de voitures à la sortie, et il y a des parkings énormes. Là, l'église est beaucoup moins africanisée que ce qui peut être à Kibera, à Mukuru, dans d'autres églises. De quelle manière ça s'exprime Ça s'exprime par exemple dans des choses très simples, mais qui est la façon de s'habiller des enfants de chœur, par exemple. Pendant que d'un côté, dans les bidonvilles, ils vont avoir, au lieu de la tunique blanche qu'ils portent, ils vont avoir une tunique avec des dessins traditionnels. De l'autre côté, ils vont être comme ça pouvait être dans une église il y a quelques années en Europe, dans n'importe quel pays d'Europe. Voilà, ça s'occidentalise aussi. Ça, c'est quelque chose qui frappe. Mais deuxième chose qui frappe, c'est le nombre des écoles qu'il y a à Kibera comme dans tous les bidonvilles. Et l'Église en monte des écoles? Oui, c'est des écoles, des églises, pas seulement de l'Église catholique, mais de toutes les églises. L'Église catholique à Kibera, par exemple, a une grande école primaire et une école secondaire. Les Sœurs du Sacré-Cœur ont l'école secondaire. D'accord. Et là, il y a beaucoup d'autres églises parce qu'il y a je ne sais pas s'il y a sûrement plus de 100 écoles à Kibera. Toutes ces églises, elles cohabitent, elles travaillent ensemble? Non, travailler ensemble, pas forcément. Dans son domaine. Il y a les grandes églises qui, pour certaines choses, par exemple, nous, au niveau de Justice et Paix, on avait fait une campagne contre la dette. Et là, on a travaillé avec toutes les églises et avec les musulmans, avec toutes les religions. Parce qu'il faut dire qu'à Nairobi, partout au Kenya, mais à Nairobi surtout, il y a toutes les religions, presque les grandes religions du monde qui sont présentes en force. Les bouddhistes, les hindouistes, les sikhs, les baha'is, avec toutes les églises chrétiennes et toutes les formes et tous les groupes islamiques aussi, différents groupes islamiques. Alors, pour la dette, par exemple, nous avons travaillé tous ensemble. Et pour beaucoup de choses, les grandes églises se réunissent souvent et collaborent pour des choses sociales ou politiques. Au-delà de cette vitalité qu'on perçoit bien, évidemment, le quotidien doit être difficile dans une zone où il n'y a pas forcément d'eau courante, de sanitaire. Enfin, racontez-nous quelles sont les difficultés de ces familles et comment est-ce que vous alliez les aider ou en tout cas être à leur côté. Ce qui est le plus difficile, c'est l'accès aux sanitaires parce qu'il y a, grâce à les familles, il y a beaucoup plus d'innovation dans les bidonvilles parce qu'il y a un manque de moyens, donc ils se vantent.
Il y a beaucoup de choses qui sont inventées. Ils ont des idées. Et, oui, ils ont des idées et avec l'aide des ONG et des églises, ils ont réussi à faire... il y a quelques sanitaires communs où ils payent une petite quantité, ils peuvent aller employer ces sanitaires. Mais c'est aussi un problème parce qu'ils sont très loin, etc. Donc souvent les sanitaires, c'est les sacs en plastique où on les jette à droite ou à gauche. Avec les risques d'épidémie, j'imagine. D'épidémie, ouais. Oui, mais surtout quand il pleut, c'est vraiment, on ne sait pas où est-ce qu'on marche. Mais les grands problèmes, c'est l'accès à l'eau, l'accès à l'éducation parce qu'ils n'ont pas d'argent. Mais en même temps, Kibera, c'est comme une grande ville où il y a tous les marchés, il y a des marchés. Il n'y a pas un millimètre. Si vous avez été là, vous avez vu que dans les grandes, c'est des petites ruelles, il n'y a pas un millimètre où il n'y a pas un magasin de quelque chose, où quelqu'un ne vend pas. Dans tout le monde, c'est de la débrouillardise. Débrouillez-vous pour gagner un peu d'argent et manger aujourd'hui et que votre enfant aille à l'école. L'Église, elle a surtout un rôle social là-bas? Oui, simplement. Dans les bidonvilles, plus que dans Enfin, il y a un rôle social dans l'Église partout au Kenya, dans le sens qu'il y a beaucoup de groupes, beaucoup d'hôpitaux, beaucoup d'écoles qui dépendent des églises. Il y a aussi beaucoup de œuvres sociales de toutes sortes, mais ce que je sens plus, c'est que dans les bidonvilles, ce n'est pas seulement ces œuvres, l'Église qui a la hiérarchie ou les groupes, c'est les chrétiens eux-mêmes qui sont plus engagés. D'accord. Pendant que dans la ville, dans les grandes paroisses, ils donnent de l'argent, ils pensent qu'ils ont déjà fait tout. Alors que dans les bidonvilles, c'est plutôt les laïcs eux-mêmes qui sont engagés. Par exemple, j'ai vécu dans un autre bidonville qui est moins pauvre, qui est un bidonville entre bidonville et pas bidonville, parce que les propriétaires habitent là-dedans. Ils sont des maisons en pierre, même si c'est une chambre, mais en pierre déjà. Et il y a de l'eau pour chaque rue. Alors, et là, à Kangemi, et là, vraiment, on voyait comment les communautés de base étaient vraiment très, très actives pour sortir. C'était des chrétiens qui sortent à l'extérieur pour faire du bien. Chacun par des groupes, soit quand c'était le sida, quand il y avait quand c'est pour soigner les malades, quand c'est pour aller retrouver les jeunes qui sont dans la drogue, pour aller retrouver, aider Justice et Paix pour assainir les lieux, pour la sécurité. Ils prenaient soin de l'école, c'est eux-mêmes qui les prennent en charge, beaucoup plus que dans les autres endroits. D'accord. Finalement, ce sont les pauvres eux-mêmes qui agissent. Est-ce qu'ils peuvent sortir de ce cycle de pauvreté? Oui, il y en a qui sortent. Il y en a qui sortent. Et il y a pas mal. Je connais des gens qui s'en sont sortis. Mais il y a aussi les phénomènes contraires. Il y a les gouvernements avec les Nations Unies pour l'habitat. Ils ont construit des maisons, ça a été des discussions énormes. Quand j'étais là, déjà, on discutait, ils auraient dû être construites en 2004-2005. Et maintenant, elles sont construites, ces maisons, autour de Kibera. C'est encore la terre de Kibera, où ils ont construit des appartements à 8 ou 10 étages. Et il y a des gens qui ont eu des appartements là et qui sont retournés, au moins qui retournent tous les jours, parce qu'il leur manque, qu'ils ne connaissent pas les voisins, pendant qu'à Kibera, tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide. Ils ont leurs habitudes. Une question, ma sœur, sur les chrétiens eux-mêmes. Voilà. Comment est-ce que vous voyez l'avenir des chrétiens? Quels sont un peu les défis qui peuvent se poser pour eux? Un défi très important pour l'Église du Kenya, pas autant aussi pour les bidonvilles, mais surtout pour l'Église du Kenya en général, c'est que les chrétiens, pas seulement l'Église comme organisation, mais que les chrétiens soient convaincus et s'engagent dans la vie de tous les jours pour construire un monde meilleur. Pour sortir un engagement, pour lutter contre la corruption, pour lutter pour créer des conditions meilleures pour tous, pas seulement pour eux. Ça, je pense que ça, c'est un grand défi. Un autre défi, je crois que c'est aussi l'africanisation. Parce que d'un côté, il y a par exemple les mariages. Tout le monde au Kenya va se marier d'abord selon la tradition de la tribu à laquelle il appartient, il ou elle, et après, quelques jours après, à l'église. Donc, ces deux institutions coexistent et ce n'est pas toujours très clair. Et l'Église n'est pas assez africanisée pour pouvoir insérer tout ensemble. Vous dites africanisée, qu'est-ce que vous entendez par là? J'entends que vraiment que l'Église, je trouve que l'Église du Kenya, c'est une Église trop occidentale. Et que j'ai vécu dans d'autres pays, comme au Congo ou en Éthiopie, par exemple, où l'Église est une Église éthiopienne, même si c'était une Église très ancienne, il a fallu des siècles. Mais c'est une Église vraiment éthiopienne qui a christianisé, évangélisé la société.
Et pour le Kenya? Et pour le Kenya, pas. Il leur faut du temps, mais il faudrait que cette Église du Kenya devienne plus africaine. Il y a beaucoup de théologiens maintenant et de bons théologiens kenyans qui sont en train de travailler vers cela. Mais il faut que ça imprègne tous les... que les liturgies soient plus traditionnelles, plus en lien avec... plus symbolique avec la symbolique traditionnelle, etc. C'est à eux de le faire et il y a des efforts qui commencent à se faire déjà. Merci beaucoup, sœur Bégonia Inyara, d'être venue nous apporter votre témoignage sur la situation des chrétiens du Kenya. Merci à vous parce que de m'avoir permis de parler du Kenya, ce pays qui a tellement de richesses, comme tout pays en Afrique, et que j'aime tant, et qui a des choses aussi à nous montrer. On a bien senti que vous l'aimiez, ce pays. Et voilà, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site, ktotv.com. Très belle semaine à tous, au revoir.